Bonjour, merci d'être venu à cette nouvelle conférence de notre cycle Lendemain de guerre. C'est un cycle que les archives de Paris organisent avec le comité d'histoire de la ville de Paris. Et donc c'est le premier cycle que nous organisons en commun. Et je crois que Guillaume Naon vous a déjà parlé du cycle que nous organiserons ensuite et qui sera consacré aux arts du superflu, dont le programme est en train de s'affiner. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Guillaume Piketty, qui est professeur d'histoire à Sciences Po et visiting fellow au Worcester College d'Oxford, c'est-à-dire un chercheur invité. C'est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et plus généralement des conflits européens et américains de l'histoire contemporaine. Et il a particulièrement travaillé sur la question des émotions, du sensible et de l'expérience quotidienne de la guerre. Et on va retrouver, alors aujourd'hui peut-être l'expérience quotidienne du retour de guerre. Il est l'auteur donc de La bataille des Ardennes, publié récemment chez Taillandier. Il a publié des archives inédites des Compagnons de la Libération, les Compagnons de l'Aube chez Textuel, et il est aussi l'auteur d'une encyclopédie de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui sera normalement qu'un libraire vous proposera à l'issue de la conférence, et aussi d'un ouvrage collectif. Il a dirigé un ouvrage collectif consacré au retour à l'intime, au sortir de la guerre, qui devrait aussi être disponible chez le libraire. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir, merci d'être venu, merci pour votre invitation. Donc je vais tenter de vous parler un petit peu du retour à l'intime au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le contrat qui m'a été fixé, contrat entre guillemets, est de tenir en 1 heure. Je parle de ma péroraison. Donc c'est une sorte de défi terrible, dans la mesure où vous l'avez compris, le sujet dont je vais vous parler ce soir m'a occupé pendant quelques années. Et je voudrais vous en parler de ce sujet du retour à l'intime, comme le font mes collègues anglo-saxons, y compris à Oxford, c'est-à-dire en cessant d'être des historiens, vous savez, ces gens un peu collet-montés, qui s'y croient, comme on dit, et en racontant en fait des histoires, parce que la seule façon de s'intéresser à l'histoire, c'est de raconter des histoires. Tout le reste, c'est de la posture. Et la première histoire, elle s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, à Édimbourg. C'est un très vieil homme, probablement un Écossais. Elle m'a été racontée par une de mes étudiantes à Sciences Po, qui est d'origine écossaise. Et donc c'est un très vieil homme, probablement d'origine écossaise, disais-je, qui se promène dans la rue à Édimbourg et qui tout d'un coup croise un groupe de touristes japonais. Alors voilà, le groupe de touristes passe, lui il passe dans l'autre sens, et il ne montre rien, il ne se passe rien. Il fait 150 mètres, il tourne dans la première rue, il s'appuie au mur et il vomit. Voilà, il vomit tripes et boyaux. C'est une histoire parmi les très nombreuses, innombrables, que je pourrais raconter sur la sortie de guerre. Une histoire qui montre que, on va dire en 2009-2010, cet homme qui, de toute évidence, avait combattu les Japonais, qui probablement avait été prisonnier des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, qui peut-être avait travaillé, vraisemblablement avait subi les conditions du travail forcé, peut-être avait-il été torturé. Cet homme portait encore en lui, et j'y reviendrai, certains stigmates psychiques, les conséquences de certains traumatismes psychiques qu'il avait subis à l'époque. Ça veut dire que son identité intime avait été à l'époque profondément bouleversée et qu'elle le demeure. Je ne sais pas s'il est encore en vie, mais en tout cas, il y a 4 ou 5 ans, cette identité était toujours aussi nouée autour de ce traumatisme. C'est une évocation, il y en aura d'autres, qui, à mon avis, illustre assez bien les difficultés de ce que mon camarade Bruno Kamad, qui est professeur aux États-Unis, avons qualifié de retour à l'intime au sortir de la guerre. Processus de retour à l'intime auquel nous avons consacré un colloque d'abord et puis un bouquin qui, avec un peu de chance, arrivera, espérons, d'ici 1h30, si vous souhaitez le voir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette affaire de retour à l'intime, pour Bruno et moi, et je crois de façon générale, s'inscrit dans une problématique plus générale qui est celle des sorties de guerre. Les sorties de guerre, ce sont une série de questions, à mon avis, importantes et complexes. La première d'entre elles, c'est est-il vraiment possible de sortir d'un conflit dans lequel on a été plongé? Que l'on soit combattant, résistant, partisan, civil, peu importe, est-ce qu'il est possible d'en sortir? Si oui, cette sortie peut-elle être... Vous avez bien compris que je doute sur le oui,
Mais si oui, malgré tout, cette sortie peut-elle être complète? Et à quel prix? Et sinon, ce qui est plutôt ma posture, est-il possible de reprendre quand même quelque chose qui peut s'apparenter à une vie normale, avec beaucoup de guillemets, et notamment une vie intime, une vie personnelle normale au sortir d'un conflit? Et comment le faire? Voilà. Vous l'avez compris, c'est une longue et passionnante série de problématiques qui me conduit d'abord, si vous ne m'en voudrez pas, à tomber la veste, parce que là, ça va être épouvantable. Je sens que je ne vais pas tenir le coup. Excusez-moi, ça y est, c'est fait. Bon, je sais pas, oui, j'ai pas le droit de la mettre parce qu'il y a des photos. C'est pas là. Bon, elle va rester là. Série de problématiques qui, et c'est là que ça devient intéressant, notamment intéressant, conduisent à s'intéresser, ces problématiques, aux femmes et aux hommes, évidemment sur un plan collectif, mais probablement plus encore sur un plan individuel. Ce qui veut dire que nous, historiens et historiennes, devons multiplier les sources, quitte à en inventer des sources. Inventer des sources dans le jargon, ça ne veut pas dire que voilà, ceci est une source et je vais faire un bouquin avec, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour en dénicher là où personne n'en a déniché. Ça veut dire qu'il faut donc en découvrir de nouvelles ou en aborder des prétendument déjà étudiés, mais avec des angles d'attaque, des angles d'étude, des angles d'analyse nouveaux. Deux exemples, l'histoire de l'environnement, je vais y revenir, et bien sûr l'histoire des émotions, que vous avez évoqué, qui permet de revisiter tout un tas de documents en se posant la question de la vie émotionnelle des auteurs, par exemple, ou des gens qui sont évoqués dans ces documents. Voilà. Le troisième élément, la troisième chose à quoi nous sommes obligés, nous historiens et historiennes, c'est de ne pas être seulement historien ou historienne. C'est-à-dire de travailler dans l'interdisciplinaire, le pluridisciplinaire, de s'intéresser à la psychologie sociale, à la psychologie des foules, à la psychiatrie, à la psychanalyse, et tout un tas de choses, qui tournent autour du psy. Ce qui est compliqué. J'ai eu la chance de passer 2 années, il n'y a pas très longtemps, à l'université Yale, aux États-Unis, et j'ai notamment participé avec Bruno Cabane, historien, nous sommes historiens tous les deux, à un séminaire sur les traumatismes psychiques de guerre. Et Bruno avait eu l'idée, en théorie excellente, de s'acoquiner avec un psychiatre, un prof de psychiatrie à Yale. Sauf qu'on ne parlait pas la même langue. Je ne parle pas de l'anglais, bien évidemment. C'est-à-dire que pour lui, seul le traumatisme existait. Le contexte de survenue du traumatisme s'en fichait. De guerre à guerre, peu importe. Et nous, pour nous, historiens, on n'arrêtait pas de lui dire, mais non, mais attends, quand même, là, c'est combattre dans la jungle au Vietnam, c'est pas complètement la même chose que Verdun. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué de faire de l'interdisciplinaire, mais néanmoins, je crois, nécessaire. Donc, au cœur de cette vaste affaire de sortie de guerre, l'affaire peut-être plus centrée, focalisée du retour à l'intime. C'est donc ce dont je vais vous parler maintenant, en me concentrant sur la Seconde Guerre mondiale. Pas tellement parce que je pourrais parler d'autres conflits, en tout cas depuis la guerre civile américaine, mais simplement il y a déjà tellement à dire que bon. Mais en revanche, si pendant les questions vous voulez qu'on aille se promener sur les champs de bataille américains de la guerre civile ou la Première Guerre mondiale ou au Vietnam, je le ferai, j'irai bagnoder avec vous dans la mesure de mes capacités, avec grand plaisir. Alors, je voudrais procéder en 4 temps. Le premier temps, c'est de refuser résolument la problématique de sortie de guerre, c'est-à-dire tout de même de s'intéresser, vous donner quelques jalons, vous montrer pointer du doigt quelques phénomènes, qui se déroulent alors même que le conflit ne s'est pas achevé. Et puis après, 3 temps, l'immédiat retour, quand il y a un retour, rentré ou non, le réapprentissage de la vie du temps de paix, et enfin, quelque chose d'un peu plus long, voire même d'interminable, c'est à nouveau ma conviction, qui concerne le deuil, les récits et bien évidemment les traumatismes. Comme je vous l'ai dit, je vais tenter de vous raconter de temps en temps des histoires, d'abord parce que c'est bien plus sympa, et puis ça permet de réveiller le public. Si par hasard vous m'avez quitté, vous reviendrez parce que c'est plus marrant. Hein, voilà. Alors, le premier temps, c'est celui-là, donc l'intime au cœur du maelstrom. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup, j'arrive. L'idée, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, je vais enfoncer une porte ouverte et m'écrouler lamentablement derrière, a été une guerre totale. Elle a été une guerre totale pour de multiples raisons, et notamment parce qu'elle a envahi, naturellement, et sur une gigantesque échelle, les espaces intimes. Pas seulement les espaces intimes, mais notamment les espaces intimes. Alors, quelques illustrations de cela. Je vais être relativement rapide, parce que je dois surveiller ma montre. La première illustration basique, c'est que l'ouverture des hostilités, et c'est valable pour tous les conflits, rime avec le départ des combattants.
départ des combattants auquel succède un peu plus tard, parce que cette guerre-là s'est prolongée, vous le savez, auquel succède le départ des partisans, des résistants. Départ, ça veut dire séparation, pas très agréable au plan intime. Ça veut dire basculement dans l'attente, basculement dans l'inquiétude, le cas échéant dans l'angoisse, pas de nouvelles des êtres aimés qui sont partis, ou des êtres aimés qu'on a quittés, donc angoisse. Vous voyez, j'ai sauté à pieds joints dans le vaste sujet de l'histoire des émotions, attente, inquiétude, angoisse, etc. Bien évidemment, tout le monde s'adapte, et adapte notamment sa vie intime, aux conditions du front, lorsque l'on est mobilisé, aux conditions de vie du maquis, lorsque l'on est partisan ou résistant, ou aux conditions de vie sans celles et ceux qui sont partis, lorsque l'on est resté chez soi. Une catégorie particulière est celle de ceux qui choisissent l'exil combattant. L'exil combattant, c'est la posture adoptée par des résistants dits de l'extérieur, c'est-à-dire les femmes et les hommes, par exemple en Europe, occupés par les nazis et les fascistes et leurs alliés, par l'Axe. Le choix fait donc de poursuivre le combat, mais de le faire en exil, avec l'idée de combattre et de revenir en vainqueur. Exemple typique, la France libre. D'accord, qui est évidemment mon sujet absolument favori. Donc l'idée c'est de partir, et là quelqu'un qui s'en va le fait, et pour le faire souvent se heurte à l'incompréhension de celles et ceux qu'il ou elle abandonne. Et donc se heurte à des troubles intérieurs, des troubles intimes, bien évidemment qu'il s'agit de gérer. Et puis après, eh bien c'est le problème de l'exil, et donc de la vie en exil, avec toutes les émotions suscitées et toutes les difficultés intimes notamment suscitées par la vie en exil. J'ai évoqué les résistants de l'extérieur, ceux qui choisissent l'exil combattant. Il y a bien évidemment les résistants de l'intérieur, ceux qui ne partent pas et qui décident de faire place au secret dans leur vie personnelle, d'avoir tout un cœur de leur expérience, de leur existence qui est devenue secrète, c'est-à-dire d'être double dans leur propre espace intime. J'évoquais Lino Ventura en petit comité tout à l'heure. Vous avez tous vu L'Armée des Ombres, qui est à mon avis le meilleur film ever sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en France. Bon voilà, c'est une excellente illustration de ces gens qui sont totalement doubles, qui ont en fait deux vies, et probablement deux vies intimes, assez déconnectées. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout est terrible. Quand on était résistant, tous les résistants, j'y reviendrai en toute fin, certains ont décrit cette vie comme une vie extraordinaire, comme une vie, notamment au plan intime, extraordinaire, éblouissante, chaleureuse, merveilleuse, amicale, le cas échéant, très très amoureuse, etc. Voilà. Autre, et c'était l'exemple que je voulais vous donner, de temps en temps, comme ça, quelques images pas complètement décalées. Là, c'est ce film Stalag 17 de Billy Wilder, qui est donc de 1953, qui est un merveilleux film sur les camps de prisonniers. Donc voilà, ce sont les prisonniers alliés, prisonniers des Allemands, et qui décrit très très bien ce qu'est la vie dans un camp de prisonniers. Il faut réinventer sa propre vie, son hygiène, c'est le cas échéant, sa vie sexuelle, sa vie amicale en tout cas, etc., dans un camp de prisonniers, même s'il ne s'agit que d'un camp de prisonniers et pas d'un camp de la mort, voire d'un camp d'extermination. Voilà. Je parle là des soldats. J'ai parlé pas mal des soldats. Ce qui est certain, c'est que par rapport dès que la Seconde Guerre mondiale, avant même d'ailleurs qu'elle n'éclate, mais lorsqu'on a bien compris que quelque chose allait se produire, qu'un conflit allait bien finir par exploiter, compte tenu de l'expérience espagnole, de la guerre civile espagnole, donc juillet 36, mars-avril 39, certains gouvernements se sont efforcés d'anticiper de très probables bombardements. Et voilà une illustration. Les enfants britanniques, en fin août-septembre 1939, et puis alors que le Blitz allait commencer, donc un petit peu moins d'un an plus tard, et puis en 1940, à partir de 1944 et jusqu'en 1945, à cause des V1 et des V2, les enfants britanniques ont quitté par centaines de milliers, je dis bien par centaines de milliers, toutes les villes, à commencer par Londres, c'est l'illustration que je vous propose, ont quitté toute cette zone qui était touchable par l'aviation ennemie. Ils sont partis tout seuls, enfin je veux dire, ils étaient gérés par le gouvernement, mais ils ont laissé papa-maman derrière, sauf lorsqu'ils étaient très jeunes, ou que la maman était enceinte, etc. Mais ce sont des centaines de milliers d'enfants britanniques. Imaginez ce que c'est, ils ont 3, 4, 5 ans, 10, 6 ans, 7 ans, et ils partent. Bon, compliqué pour eux, compliqué pour ceux qui restent, bien évidemment. Voilà. Autre exemple évident, sur lequel je passe très vite, celui
proposée par tous les exodes, tous les déplacements forcés de population. Alors évidemment, celle-là, vous l'attendiez, c'est-à-dire l'exode en France de 1940. C'est un exemple. On peut aussi parler des soviétiques évacués ou auto-évacués à partir de l'été 1941. On peut aussi parler de cet exemple que j'aime beaucoup évoquer. Je vous précise que je suis pour l'éternité américanophile, même si je ne me fais aucune illusion sur la possible violence de cette société américaine. Un exemple vient encore de se produire avec cette énième fusillade. Cet exemple-là concerne les Américains d'origine japonaise qui, sur un ordre express du président Roosevelt, ont été extraits, si je puis dire, forcés de quitter leur domicile sur toute la partie ouest des États-Unis pour être entassés dans des camps. Et j'aime bien cette photo parce que quand on la voit comme ça et qu'il n'y a pas de titre, on se dit mais on est où là? On est à Dachau ou on est non, on est aux États-Unis. Hein, c'est grosso modo 110 000 Américains d'origine japonaise qui ont été ainsi entassés dans ces camps à partir du printemps 1942. Et ce qui est intéressant, c'est bien évidemment les États-Unis restant les États-Unis, c'est-à-dire une démocratie, des voix se sont élevées contre cette pratique que le président Roosevelt a fini par entendre lorsque ça a commencé à se préciser pour lui l'horizon de l'élection présidentielle de novembre 1944. Et donc il a fini par signer le décret de retour. Mais il a fallu quand même un petit peu de temps pour que les choses puissent se dérouler, d'où le fait que j'ai indiqué la date de l'année 1945 pour le retour des derniers de ces Japonais qui ont été embarqués dans des camps et donc obligés de partir, mais dans les 2 heures, de leur domicile. C'est très très bien documenté ça, comme toujours aux États-Unis, même quand ils font des bêtises. Ils documentent vite et très bien, et ils ouvrent les archives. Merveilleux. Je ne dis pas ça pour vous, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, voilà, autre exemple. Ce que je veux également dire en matière il me reste 3 minutes pour le faire, d'atteinte à l'intime, c'est que dans tous les espaces ruraux d'Europe, d'Afrique du Nord et de l'Est, d'Asie, et même un peu dans le Pacifique, il y en a beaucoup moins, ont été profondément modifiés par les opérations militaires, par les batailles, et que malgré tout, bien évidemment, tout le monde, et notamment les civils des pays belligérants, des pays occupés, des pays champs de bataille, se sont organisés pour tenir malgré les pénuries. Et voilà un exemple. Ça, c'est une campagne qui a été lancée en 1941, la Dig for Victory Campaign, lancée par le gouvernement britannique au début 1941, avec l'idée, bon, c'est pas tout ça, les choses vont devenir très très compliquées en matière de ravitaillement, il convient donc que chacun fasse son potager dans son jardin, voire dans les grands parcs. Donc tous les grands parcs de Londres, il y a des photos magnifiques de Hyde Park et tout un tas de parcs à Londres qui sont tous transformés en gigantesques jardins potagers. Alors ça veut dire que les perspectives urbaines sont modifiées, sont profondément modifiées. Elles l'ont été pour de multiples raisons, j'y reviendrai, mais elles le sont notamment pour des raisons peut-être très basiques de survie. Voilà un autre exemple. Ça, c'est l'Angleterre. Vous voyez cette petite église avec cette tour anglo-normande magnifique. Derrière, devant plutôt, ils sont en train de bêcher. Donc, modification des paysages urbains. Je n'ai pas récupéré la statistique, mais un excellent collègue et ami de King's College London qui s'appelle Richard Vinnen, qui a travaillé sur la France occupée, s'est amusé à essayer de compter le nombre de lapins qui étaient gardés, qui survivaient tant bien que mal sur les balcons de Paris. Voilà, la vie change bien. Et donc la vie personnelle, la vie intime évolue furieusement, ne serait-ce que pour des raisons d'alimentation. Autre raison, et je terminerai cette première partie là-dessus, autre raison d'évoquer la guerre, la nécessité, à mon avis, de rappeler, vous le savez, mais je pense nécessaire de le rappeler, que les espaces intimes ont souvent été choisis pour cible. D'abord parce qu'on le sait bien, les périodes d'invasion et de retraite sont propices à l'exercice de la violence, voire de la violence extrême, non seulement contre les civils, mais contre leurs habitations, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va saccager, souiller, détruire leurs espaces intimes, mais aussi parce que la guerre se prolongeant, beaucoup de choses ont commencé à tomber du ciel, donc des bombardements terribles sur l'Angleterre, sur la France, sur l'ouest de l'Europe, sur l'est de l'Europe aussi, et puis ensuite sur l'Allemagne et sur le Japon.
hein. Tout le monde a en tête sur le Japon les 2 explosions atomiques du mois d'août 1945. Alors évidemment, elles sont terribles parce que c'est énormément de morts avec une bombe à chaque fois. Mais en matière d'épouvante, en matière de nombre de victimes, les bombardements conventionnels incendiaires qui avaient précédé ont été beaucoup plus intéressants. L'ultime point que je voulais signaler, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été également le théâtre d'une prise de contrôle accrue de l'intime par les États ou par des instances para-étatiques. Le couvre-feu, le rationnement, la limitation des loisirs, la redéfinition des rôles assignés à chaque classe d'âge et aux femmes. Pensez à la France de Vichy, sérieux retour en arrière pour ces dames. La pénalisation accrue des atteintes à la morale sexuelle, etc., etc. Sachant que lorsqu'il s'est agi des territoires administrés par les pays de l'Axe, les choses sont devenues souvent encore pires. Je vous donnerai quelques exemples. Évidemment, le premier exemple s'impose, c'est l'Allemagne hitlérienne, le Reich de Milan, avec donc une lutte contre la contamination par les populations inférieures. Donc typiquement, un prisonnier soviétique qui avait des rapports sexuels avec une Allemande, si par hasard ça se produisait, la vie de ce malheureux s'arrêtait là, puisque contamination. La vie de l'Allemande se compliquait sérieusement aussi. Autre exemple que j'aime beaucoup citer, le cas des enfants jugés ariens dans les territoires occupés, des petits Polonais, des petits Biélorusses, des petits Ukrainiens, qui étaient purement et simplement enlevés, emmenés dans le Grand Reich pour devenir des vrais petits Allemands ariens. On peut penser aussi aux femmes de réconfort. C'est quelques centaines de milliers de femmes coréennes qui ont été embarquées sans autre forme de procès par l'armée japonaise pour être des femmes de réconfort, avec beaucoup de guillemets, pour les soldats japonais. On peut penser à la torture, penser aussi à toutes les entreprises de profanation, à commencer par celle des cimetières. Vous le voyez, le conflit a été un moment durant lequel l'intime s'est trouvé attaqué, s'est trouvé bouleversé, s'est trouvé souillé, profané. D'où la terrible question de savoir, alors ça c'était, oui j'ai oublié cette illustration, l'Allemagne ravagée. Cette photo n'est pas terrible, mais j'ai pas réussi à trouver une moins. Il y en a, mais j'étais un peu pressé. Vous reconnaissez quand même le grand Winston au premier plan, qui était franchement un doux cinglé. C'était un type assez étonnant, mais quand même complètement cinglé. Et j'aboutis donc à une question pas du tout cinglée, qui est celle de savoir s'il a été possible de rentrer, et si oui, à quelles conditions. Alors, je fais une pause, pardonnez-moi. À la fin du conflit, donc de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction des espaces intimes, dont vous avez compris qu'ils avaient été singulièrement mis à mal, a débuté par une phase de transition. Transition pour un peu tout le monde, pour les combattants d'abord. Tout simplement parce que ça n'est pas parce que les armes sont redevenues silencieuses que tout d'un coup vous cessez d'être en uniforme et que vous abandonnez immédiatement la vie militaire. Donc pour ces combattants, la lutte s'est interrompue bien évidemment, mais ces hommes ont dû aborder une vie militaire nouvelle, qui était une vie militaire non combattante, mais néanmoins très très militaire. Ensuite, il a fallu quitter les camarades de combat. Il a fallu se séparer. Je parlais tout à l'heure de la séparation d'avec la famille. Là, c'est une séparation d'avec des hommes, des femmes, qui sont devenus véritablement une nouvelle famille, qui, pour un certain nombre de vétérans, restera la seule vraie famille, celle avec laquelle on peut partager tout, y compris les souvenirs de cette expérience monstrueuse qu'a été le combat. Et donc, séparation via des rituels. Ça veut dire des célébrations, ça veut dire qu'on se donne des cadeaux, ça veut dire qu'on change de tenue, on est en militaire, on passe en civil, des rituels, des rites de passage, pour reprendre l'expression d'un ethnologue, Arnold van Gennep, utilisé à la fin au début du XXe siècle. Donc des rites de passage pour petit à petit commencer à se dépouiller de cette identité combattante. Pour les exilés combattants, cette dimension de retour, avec un point d'interrogation, se double d'une reprise de contact avec les lieux familiers. Et je vous donne cet exemple parce que c'est un texte absolument merveilleux qui a été réédité, qui été publié en février 1945 par Pierre Bourdan. Pierre Bourdan, c'est l'une des voix, si ce n'est la voix de Les Français parlent au français. Il n'est pas français libre,
il est à Londres en juin 40. Il voit De Gaulle, il le trouve intéressant, mais il n'est pas complètement convaincu. Il se dit que peut-être que tout n'est pas complètement assuré avec ce monsieur-là, il pourrait être tenté de certaines déviations politiques. Et donc, il va être un résistant de l'extérieur non gaulliste et être l'une des voix de l'émission Les Français parlent au français. Et ce Pierre Bourdan va, ça c'est une de mes petites histoires, vous l'avez compris, ce Pierre Bourdan va choisir de rentrer en France dans les valises de la division Leclerc. Et donc il rejoint la division Leclerc au printemps 1944 en Angleterre, et il va débarquer le 1er août 1944 avec Leclerc et ses hommes, et faire cette chevauchée presque jusqu'à Strasbourg, parce qu'il les quitte un peu avant, chevaucher dans une France libérée. Et son texte est merveilleux parce que Bourdan est un journaliste, un excellent journaliste, et en plus c'est une plume. Et donc tout est vrai puisqu'il a pris des notes et qu'il écrit ce livre en février 45, juste après. Et de toute façon il a pris des notes et c'est écrit dans un style très agréable. Voilà, donc c'est un livre qui a été publié en 45, réédité en 69, que j'ai déniché dans la bibliothèque de Sciences Po au printemps 14, là il y a 15 mois. Et j'ai avisé mon camarade Christophe Guyas chez Payot en lui disant: Christophe, vous voulez un bouquin génial pour le 70e anniversaire 2014, rééditer cette chose. Alors évidemment maintenant il y a une magnifique introduction par l'homme qui vous parle, mais prenez ce bouquin pas pour mon intro, même si elle est évidemment brillante, mais plutôt pour le texte. Pour le texte de Bourdan, c'est une vraie merveille. Et vous verrez à quel point ce retour est chargé d'émotions, mais d'émotions qui ne sont pas que positives. Déjà, il y a une sorte de conflagration entre les aspirations des Français qui ont été occupés et qui voient arriver la libération avec le soulagement que l'on peut imaginer, mais en même temps la vie reprend ses droits, et les espoirs nourris par ceux qui sont partis et qui reviennent vainqueurs, qui sont très souvent déçus, ceux qui reviennent vainqueurs, très souvent déçus, on le voit, c'est très gentiment dit par Bourdan, mais on le voit. Voilà. Pour les résistants de l'intérieur, ceux qui ne sont pas partis, il faut en quelque sorte reconnecter les deux vies intimes que j'évoquais tout à l'heure. La secrète est là, et l'officielle. Très compliqué aussi, très compliqué. On pourra en parler si vous le souhaitez. Pour ceux qui ont été déportés, le retour, oui, à terme, en tout cas vers l'ouest, le retour, mais au terme d'une période de quarantaine. Exemple typique, les Britanniques arrivent à Bergen-Belsen, dont vous savez que c'était devenu je mets pas de guillemets, puisque mon grand-père a été là-bas, donc je ne suis pas du tout péjoratif en disant ça, mais ce camp est devenu le dépotoir de tous les camps qui étaient plus à l'est et plus à l'ouest que les Allemands vidaient au fur et à mesure, et donc avec l'idée, on va vider les camps pour effacer toutes les traces de ces horreurs abominables, et donc Bergen-Belsen est devenu un dépotoir, mouroir, que les Britanniques ont commencé par fermer complètement, parce que ce qu'ils ont découvert les a conduits à penser qu'il y avait tellement de maladies qu'il fallait que ça reste dans le camp, et donc ils ont continué à mourir à l'appel. Voilà. Et puis finalement, ils ont fini par partir, mais donc quarantaine. Pour les prisonniers de guerre, autre catégorie que j'évoquais tout à l'heure, c'est compliqué le retour, parce que prenez les prisonniers belges, français capturés en 1940, ils sont 1 800 000 pris à ce moment-là, hein. Il en reste 1 100 000 en Allemagne. Ça fait 4 ans qu'ils vivent là-bas, 4-5 ans, 4 ans et demi. Ils se sont refait leur vie, hein. Certains ont vraiment refait leur vie. Certains ont des enfants. Et il faut partir, il faut rentrer. Et derrière, une problématique intéressante, la problématique de l'enfant, alors là je mets des guillemets, de l'enfant de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont nés d'amour authentique, mais de gens qui n'étaient pas censés s'aimer et qui par ailleurs avaient peut-être déjà une vie personnelle ailleurs. Vous voyez, la problématique lourde qui commence à être, ça fait une dizaine d'années maintenant, travaillée par les historiens, par mes chers collègues, qui est une problématique qui renvoie bien sûr à l'intime de l'intime, à la fois pour ceux qui se sont aimés et qui ont eu les enfants, et peut-être plus encore pour les enfants eux-mêmes. Voilà. Les blessés, problématique intéressante. Je vous conseille de regarder une série, peut-être connaissez-vous la série télévisée qui s'appelle Band of Brothers. Ce sont 10 épisodes sur une compagnie de la 101e division aéroportée américaine qui s'entraîne et puis qui après débarque et puis qui arrive jusqu'en Autriche. Et cette série a été faite par 2 hommes raisonnablement connus qui s'appellent Steven Spielberg et Tom Hanks. En fait, ils ont fait il faut sauver le soldat Ryan. Et pour ça, ils ont eu recours au service d'un historien, Stephen E. Ambrose, qui avait écrit l'histoire de cette compagnie de la 101e division aéroportée. Et ils se sont dit que cette histoire de la 101e division était géniale et qu'il fallait en faire une série. Donc vous avez en 97 le film, ou 98 le film Ryan,
Et 4 ou 5 ans plus tard, sort cette série en 10 épisodes sur ce combat en Europe. Et ça a tellement bien marché, c'est tellement réussi cette série, qu'ils ont imaginé de faire la même dans le Pacifique. Alors celle-ci, elle est sortie en 2011, et le dernier épisode est absolument génial. Il s'ouvre, ou très très vite, on est dans un hôpital aux États-Unis, l'un des protagonistes, qui s'appelle Bob Leckie, qui a été blessé sur une île du Pacifique qui s'appelle Peleliu. Et là, il se récupère de ses blessures. Et c'est une scène, un truc absolument génial parce que arrive la nouvelle de la signature par les Japonais de leur audition. Et là, il y a deux catégories. Les civils et les soignants explosent de joie. Tous les soldats blessés, pardonnez-moi l'expression, tirent la gueule. Alors c'est voulu, mais c'est dans tous les récits. C'est-à-dire que pour les blessés, pour ceux qui ont été blessés, même juste physiquement, le fait de quitter, la perspective de quitter le monde aseptisé mais sécurisé de l'hôpital et de repartir dans le grand monde, dans la vie réelle, est quelque chose de très très effrayant. Et donc ils font tous franchement la gueule. C'est très impressionnant et c'est très bien rendu. Voilà. Les civils doivent, quand ils le peuvent, reprendre leur vie intime ou envisager de rentrer dans leur pénate. Je casse le matériel. Ou recréer de nouvelles pénates intimes dans c'est la même chose. Dans les lieux dans lesquels ils se trouvent, et c'est très très bien étudié, notamment par cet homme qui s'appelle Ben Schaefers, qui a écrit ce bouquin The Long Road Home, traduit par Albin Michel il n'y a pas longtemps, et donc je vous suggère de le bouquiner. C'est un livre sérieux, mais vraiment bien fait, qui raconte l'histoire notamment de cette association l'UNRWA, association créée par les Alliés en 1942, en prévision de la victoire, une association faite pour aider au rapatriement de ces millions et millions et millions de gens dont on savait déjà à l'époque qu'il allait falloir les bouger de là où la guerre les avait emmenés. Voilà. Qui dit bouger, qui dit à nouveau les bouger dans leur intimité. Voilà. Ces civils qui reprennent une vie sont aussi des gens qui attendent. Sont aussi des gens qui attendent des nouvelles de ceux qui sont partis, qui attendent des nouvelles des prisonniers, qui attendent des nouvelles des déportés, des combattants. Et cette attente débouche quelquefois sur une bonne nouvelle, quelquefois, voire très souvent, sur une très mauvaise nouvelle, et donc ébranlement intime, profond, de ces personnalités. L'exemple typique, c'est... autre ébranlement intime, et on revient à ma petite histoire du début, lorsque les gens rentrent, mais qu'ils rentrent dans un état absolument épouvantable. On peut imaginer que ce vieux combattant britannique, qui, presque 65 ans après la fin de la guerre, croise des Japonais et vomit sur un mur, ne peut pas s'empêcher de vomir, que lorsqu'il est rentré, cet homme devait être plus ou moins amoché. Hein. Donc il a fallu le réintégrer. Je vous conseille de lire de lire un bouquin ou de voir un film plutôt. J'ai pas le titre en français. En anglais, c'était The Railway Man, mais vous allez le trouver. Il est sorti il y a 1 an ou 2, et il suffit de taper les noms de Colin Firth, F-I-R-T-H, ou de Nicole Kidman. Là, ça marche tout seul. Vous tapez ça et prisonnier de guerre, et hop, ça va sortir. Vous voyez ce film que la plupart des journalistes français qui s'intéressent à ces questions, vis-à-vis duquel ces journalistes ont été des imbéciles purs, c'est-à-dire qu'ils ont descendu le film en flammes en disant c'est un pathos, etc. Mais je pense que c'est un film intéressant, pas extraordinaire mais intéressant, et un film qui raconte la gestion, ou plutôt la non-gestion, par un homme qui a été prisonnier des Japonais, qui a fait le pont de la rivière Kwai en substance, hein, c'est pas ce pont-là, mais enfin bref, la voie ferrée, et qui en est rentré, la non-gestion par cet homme pendant des décennies de ces traumatismes, et qui raconte comment il s'en est sorti. Je vous en dis pas plus, c'est un beau film, critiquable comme tous les films, mais certainement pas bête, comme beaucoup d'imbéciles de journalistes ont bien voulu le dire, mais c'est juste parce qu'ils sont en fait pas imbéciles, ignorants, ce qui est beaucoup moins grave, sauf quand on condamne. Bref, autre exemple, les femmes et les hommes revenus des camps de la mort, et j'aimerais citer une résistante qui s'appelait Simone Martin-Chauffier, qui a accueilli, alors elle était la femme de Louis, résistant, et de Jean, la mère de Jean, pardon, résistant, et Louis et Jean ont été déportés, arrêtés, déportés. Et dans ses souvenirs, je crois que le bouquin s'intitule À bientôt quand même, elle décrit le retour de l'accueil de son fils Jean à la fin de mai 1945, je la cite,
le calot de déporter sur la tête, 2 paquets sous les bras, si lointain qu'aucune effusion ne paraissait possible. Vous voyez l'attente, et la personne qui rentre, c'est son fiston, dans lequel elle s'est rongé les sangs pendant 1 an et demi, et il est juste inatteignable, parce qu'il est dans un monde auquel personne ne peut avoir accès. Je reviendrai tout à l'heure à Jean-Martin Chauffier et à son épouse, la merveilleuse Manette, que j'ai eu le privilège de connaître. Et puis alors Simone Martin-Chauffier, quelques jours plus tard, elle retrouve son époux Louis, et je la cite à nouveau, « Louis qu'un souffle semblait pouvoir emporter ». Fin de citation. Bien sûr, le retour des uns a rimé avec le départ des autres. Par exemple, beaucoup de gens rentrent qui avaient été emmenés par les Allemands, mais beaucoup d'Allemands vont fuir l'Est et tenter de gagner l'Ouest, de peur de tomber entre les mains des Soviétiques, dont vous savez qu'ils n'étaient pas de particulièrement bonne humeur. On peut aussi citer cette invention de quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les années 1990, mais ce phénomène n'a pas été inventé dans les années 1990 en ex-Yougoslavie. Ce phénomène, c'est la purification ethnique. Il a été inventé par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour une très bonne raison, en tout cas en théorie. La raison, c'était de supprimer ce qui avait été, selon eux, et c'était vrai, l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire toutes ces minorités allemandes notamment, dispersées un peu partout, et que le bon chancelier Adolphe a utilisé comme prétexte pour déclencher d'abord des annexions et puis ensuite pour aller jusqu'au conflit, si vous voulez. Et donc l'idée, c'était cette mosaïque, en tout cas de peuples allemands un peu partout, on va la supprimer et on va les faire bouger. Et ce sont donc des millions et des millions d'Allemands qui, dans un processus authentique de ethnic cleansing, purification ethnique, le terme est employé à l'époque, ont dû bouger. Voilà, dernier exemple, l'Est de l'Europe, où beaucoup de populations, évidemment, sont avec un enthousiasme indicible passées d'un joug à un autre, du joug nazi au joug soviétique, mais tout cela, vous le savez. Voilà. Je dois en terminer pour vous dire que cette transition, cette phase de transition et de retour, quand il a été possible, n'a pas été uniquement pacifique. Et donc, je cite un autre bouquin. Voilà la version anglaise, voilà la version française publiée par Perrin. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Et si vous attendez 1 an, vous l'aurez en poche, dans l'excellente collection Timpus. L'idée, c'est que Love étudie les années, vous le voyez, 45-50, années 45-50 qui ont été des années extrêmement violentes en Europe, des années d'épuration, des années de vengeance, des années d'impossible retour. L'exemple des années de guerre civile, en Grèce par exemple. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui du retour. Alors il m'attire, j'ai pas toujours quand il y a des Polonais en face, ils sont pas contents, mais je m'en fiche, c'est la réalité, ça a été parfaitement documenté. Le retour, ou plutôt le non-retour des Juifs en Pologne, les survivants, qui tentent de rentrer chez eux et qui sont pas très très bien accueillis, on va le dire comme ça, parce qu'ils rentrent chez eux, ils veulent récupérer ce qui reste, et ils sont accueillis de façon quelquefois brutale, voire violente, voire mortelle. Hein, on a notamment appelé ça les actions dans les trains. Ils sont montés dans les trains, mais ils n'en sont pas sortis vivants. Voilà. Donc c'est un retour quelquefois très très compliqué. Et j'arrive à mon 3e temps. J'ai 3 minutes de retard, mais je vais sabrer. Je vous donnerai les éléments en question, si vous le souhaitez. Pardon ? Ah oui, mais alors... Mais non, parce que si j'arrête de boire, je vais commencer à patouiller, ça va être terrible. Et si je patouille, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Et donc j'ai fini de boire néanmoins, momentanément. Et j'aborde ce 3e temps qui est celui du réapprentissage de la paix, c'est-à-dire du réapprentissage de la vie intime dans un temps de paix, mais réapprentissage de vie intime qui n'a pas nécessairement lieu dans les pénates d'avant-guerre, d'où toujours mon point d'interrogation tout à l'heure, rentrer ou non, qui peut avoir lieu dans des camps de personnes déplacées, je vais y revenir, voire dans un pays étranger, parce qu'il n'a pas été possible de rentrer. Nous devions, avec ma famille, visiter en Angleterre les installations dans lesquelles les Polonais qui étaient venus combattre, qui avaient quitté la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient passés en Angleterre, via la France souvent, qui avaient combattu des installations dans lesquelles donc ces Polonais, avec famille, ont été installés pendant des années après la Seconde Guerre mondiale, le temps qu'ils parviennent à petit quitter les installations et s'installer au Royaume-Uni, mais certainement pas vers la Pologne. Donc le retour, la reprise de vie intime a eu lieu dans bien des cas à l'étranger.
on pourra parler des Espagnols qui ont libéré la ville de Paris, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que celles et ceux qui ont pu rentrer ont dû réapprendre à vivre dans des lieux plus ou moins bouleversés. Je vais vous donner 3-4 noms, histoire de l'illustrer. Caen, Le Havre, Stalingrad, Leningrad, Berlin, Dresde, Hambourg. Vous voyez que je vais dans tous les camps. Hiroshima, Nagasaki, évidemment. Je vous suggère d'aller voir ce film. On voit l'affiche ? Ouais, ça c'est l'affiche anglaise. Anglo-saxonne, il est sur tous les écrans, il semble-t-il de bonnes critiques. Je ne sais pas si c'est un immense film, mais c'est un film intéressant à bien des égards, et vous verrez dans quel état est le Berlin occupé par les soviétiques à la fin des années 50, 15 ans après. Ça donne une idée de l'état dans lequel était Berlin, tout par terre, hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc réapprendre à vivre dans des lieux totalement bouleversés fut compliqué. Fut compliqué parce que la découverte des dégâts causés aux espaces intimes a été à l'origine de nouveaux chocs intimes, évidemment. Et donc, de nouveau ce réflexe, vous savez, sur la photo de l'Exode, la mauvaise photo que j'ai montrée tout à l'heure, voilà, ils partaient avec des bibelots, ils partaient avec des petits bouts d'espace intime qu'ils emportaient avec eux, toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants qui partaient comme ça sur les routes. Et bien là, c'est le même réflexe. On tombe sur un tas de ruines et on va récupérer le nounours. On va récupérer le petit bout de vaisselle, la petite cuillère, enfin le tout petit bout d'intime que l'on va conserver en souvenir de ce qui ne pourra plus être, puisque tout est par terre. Voilà. Et donc se pose la question de reconstituer la vie intime, l'espace domestique à l'identique, ou de changer. Hein. Tout ça est intéressant parce que, plutôt, je dirais, les choses se compliquent encore et deviennent encore plus intéressantes dans la mesure où la vie intime, dans des espaces tellement modifiés, tellement abîmés, cette vie tellement déstructurée, notamment au plan des infrastructures collectives, cette vie intime devient compliquée. Je veux dire, s'habiller, se déplacer, donner cours, évidemment se nourrir, se laver, tout ça devient extrêmement difficile, ce qui nous conduit à une problématique que j'aime beaucoup introduire dans les travaux qui m'arrivent de conduire et les cours que je donne, qui est la problématique de l'histoire de l'environnement. Tout à l'heure, je vous disais, ça nous oblige, nous historiens et historiennes, cette affaire du retour à l'intime et des sorties de guerre, à croiser les grilles. J'ai parlé un peu de l'histoire des émotions. L'histoire de l'environnement est quelque chose d'absolument étonnant. Dans le livre qui finira peut-être par arriver sur le retour à l'intime, que j'ai co-dirigé avec Bruno Cabane, il y a un texte d'Anne Duménil qui parle de Munich en 1945. Ça c'est une autre illustration de l'Allemagne. Voyez ce film, Allemagne année 0. Vous verrez, il est tourné en Allemagne en 48, parce qu'il sort en 49. Vous verrez, vous l'avez peut-être sûrement déjà vu ce film, dans quel état est l'Allemagne. Ça c'est Munich en 1945. Et Anne Duménil, excellent, remarquable collègue, décrit en fait la stupeur des Munichois. Quand ils reviennent à Munich, ils ont fui parce que ça tombait de rue. Hein. Munich était une cible intéressante à la fois parce que symbolique et puis en raison de tout le tissu économique tout autour. Et lorsqu'ils reviennent à Munich et qu'ils découvrent leur ville, et surtout ils découvrent qu'en fait on voit les montagnes derrière. C'est-à-dire qu'on les voyait pas, il y avait des immeubles. Et là vous vous promenez en pleine rue, enfin dans ce qui fut une rue, et vous découvrez, voilà, toutes les perspectives visuelles ne serait-ce que ça, sont bouleversées. Et évidemment, ça provoque des bouleversements, ça provoque des questionnements. Vous redécouvrez l'espace global, l'environnement dans lequel vous avez vécu pendant des années, voire des dizaines d'années. Voilà. Ce retour, enfin cet réapprentissage de la vie du temps de paix pour les combattants signifie aussi un changement d'économie corporelle. Alors, ça veut dire, je l'ai dit tout à l'heure, remettre un habit civil. Vous n'avez plus l'uniforme. L'uniforme, c'est uniforme. D'accord ? Ça uniformise. Bon. À partir du moment où vous mettez un habit civil, vous vous distinguez. Vous étiez un matricule et vous redevenez vous. Je suis un peu schématique, mais c'est l'idée. Voilà. Vous aviez des cheveux plus courts que moi et tout d'un coup, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Bref. Donc, changement d'économie corporelle. Redécouverte de l'hygiène, de la propreté et de la pudeur. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est en fait le contre-exemple. Vous savez, on décrit toujours, par exemple, la découverte effarée, évidemment effarée, de ces hommes et de ces femmes qui sont arrivés dans les camps de concentration et qui ont découvert ce qui tenait lieu de latrines. Bon, mais quand vous survivez là-dedans pendant quelques mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, plus longtemps encore pour certains, et que vous réapprenez à utiliser des toilettes, il faut réapprendre.
Non, mais ça fait bizarre. Vous n'avez plus l'habitude. Enfin, c'est pas moi qui le dis, je l'ai jamais vécu par définition, mais les témoignages disent qu'ils ne sont pas à l'aise dans ces lieux très propres, tout seul, dans ce lieu très propre, avec du papier hygiénique, oui, bon, bref. Avec le temps aussi. On a le temps de s'installer, de lire un bouquin, le cas échéant. On n'avait pas le temps dans le camp. Hein. Donc, vous voyez, je vois des sourires. C'est vrai que ça fait, je comprends que vous souriez, mais c'est un vrai exemple. On le trouve dans les témoignages, ça, voyez. Et c'est pour vous dire que même le b.a.-ba de la vie intime, quelque chose d'assez régulier, de surcroît, est surprenant, devient surprenant. Voilà. Il faut apprendre à dormir à nouveau dans des draps, hein, à dormir avec un toit au-dessus de soi. Il faut apprendre à dormir la nuit et pas le jour. Quand on est combattant, le nuit et le jour sont des notions qui deviennent extrêmement vagues. Eh bien non, là il faut réapprendre tout ça. Il faut aussi réapprendre cette chose curieuse qui consiste à vivre à côté d'un conjoint. Quelquefois à côté d'un conjoint ou d'une conjointe à côté de laquelle ou duquel on n'a plus tellement envie de vivre. Hein. Ça c'est un autre problème. Bien. Voilà, il faut quand on est blessé, mutilé, réapprendre la vie du temps de paix avec un corps qui fonctionne plus et un esprit ou un esprit qui ne fonctionne plus du tout comme avant. L'exemple que j'aime bien donner est celui-là. Lisez ce bouquin, alors pas uniquement parce qu'elle est prix Nobel, non pas parce qu'elle est prix Nobel, on s'en fiche, parce que c'est une immense écrivain tout simplement. J'aime pas beaucoup écrivaine, parce que ça fait veine, j'aime pas tellement. Hein. Et lisez ce bouquin, c'est intéressant. Elle évoque notamment les combattantes soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Dont un certain nombre ont attendu, enfin, un certain nombre de ces combattantes ont attendu des mois, quelquefois des années, le retour de leurs règles. Ah, parce que le traumatisme, alors tout allait bien, hein, pas blessées, elles avaient juste combattu et juste survécu. Et il a fallu néanmoins attendre pour que revienne ce cycle normalement régulier. Bon. Donc, c'est pour vous dire que le normal, quelquefois, devient pas du tout normal. Voilà. Et donc, pose des questions. Il faut redevenir parent, il faut redevenir enfant, il faut redevenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué il y a quelques instants, mari ou femme. Il faut réapprendre à vivre dans l'intimité de personnes qui sont censément proches, mais plus tellement, en fait. Tout simplement parce que l'expérience de la guerre est passée par là, et que, on va dire, l'économie morale de la souffrance n'est pas la même. Je veux dire que les civils ont souffert de la guerre, bien sûr. Les combattants ont souffert de la guerre à leur façon, et ces deux façons sont souvent très différentes et quelquefois difficilement conciliables, en tout cas dans un premier temps. Il faut aussi, il faut recréer des connivences. Il faut aussi surmonter le choc du constat donné. Ah oui, une bonne illustration de ce que je vous dis là sur les gens qui rentrent et la difficulté de reprendre la vie intime, c'est le document qui était donné sur l'annonce, ce prisonnier de guerre, l'enquête de la Croix-Rouge française sur la famille d'un prisonnier rapatrié. Ben vous verrez ce qui est marqué. Voilà, ça illustre très bien que il est revenu, mais c'est pas très facile quand même. Bien. Choc en constatant ce que certains ou certaines sont devenus. Alors j'aime bien, ça c'est Rosie the Riveter, illustré par Norman Rockwell, qui est un peintre que j'aime beaucoup, illustrateur beaucoup. Ça c'est une couverture du Saturday Evening Post pour illustrer cet appel qui a été lancé aux femmes américaines. Mesdames, beaucoup d'hommes sont partis combattre. Veuillez avoir l'obligeance de les remplacer, ces hommes. Et donc, alors ça c'est Rosie dans la version Rockwell. Après, on a fait une version quand même un peu moins non masculine, on va dire. Alors, vous voyez quand même, elle a un pistolet arrivé là, elle attaque son sandwich, et il faut le lire. Je ne sais pas si ça se voit, non, ça se voit pas du tout. Elle a le pied posé sur Mein Kampf. Hein, quand même, tout est dans le symbole. Donc ça, c'est Rosie version un peu plus féminine ou un peu moins non féminine. Mais c'est intéressant, c'est le nombre de femmes qui avaient une activité professionnelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce nombre est passé de 12 à 20 millions. Et là où ça m'intéresse, et c'est de la petite histoire que je voulais vous raconter, je vous ai promis quelques histoires quand même, c'est que cette augmentation substantielle du nombre de femmes au travail a inquiété les hommes. Bah oui, elles viennent travailler, tout va bien, mais bon, si on revient, il vaudrait mieux qu'elles arrêtent de travailler. Aux États-Unis, si, en France, non.
Parce que une femme qui travaille quand même, c'est pas terrible, enfin, ça choque un peu, et puis surtout parce que j'aimerais moi retrouver mon boulot si jamais je rentre, vous voyez. Bon. Et donc, très vite, il a fallu que ces femmes qui voulaient bien se dévouer pour aller travailler, aient l'obligeance de signer en même temps que le contrat de travail un engagement à rendre leur job. Si, mesdames. Non, mais quand même. Bon, et d'ailleurs, elles l'ont rendu, enfin, un grand nombre d'entre elles. Voilà. Donc, voilà, Rosie, ça a posé quelques questions aux États-Unis, mais pas seulement. Choc du combattant qui rentre et qui voit que son épouse, enfin, vous connaissez ça pour la Première Guerre mondiale, mais ça s'est évidemment passé pour la Seconde, et qui voit que son épouse a pris des habitudes. Voilà. Commande, a de l'argent, sait s'en servir, décide toute seule ce qu'elle va en faire. Enfin, des trucs presque obscènes. Autre exemple intéressant, celui des enfants soldats ou des combattants juvéniles. Difficile quand on voilà des mômes de 15, 16, 17 ans ont combattu, imaginez en Union soviétique, sortent du maquis et rentrent. Ça n'a pas été très simple de les réintégrer. Hein. Autre exemple que j'aime beaucoup donner, celui des... Alors c'était l'image qui était là tout à l'heure lorsque vous êtes entrés, celui des camps de personnes déplacées. Ça c'est un camp donc en Allemagne, mais administré par les Américains ou les Alliés. Et voilà l'image que vous aviez tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est pas terrible, mais bon, vous voyez quand même. Des camps comme ça, il y en avait partout en Allemagne. J'aime bien cette photo parce que ça a quand même furieusement une tête de camp de concentration. Mais bon, souvent ils ont été recyclés. Hein. Évidemment, les conditions de vie étaient bien meilleures. Et une collègue historienne, Atina Grossman, montre très bien, elle n'est pas la seule, mais elle le montre très bien, l'espèce de pulsion de vie extraordinaire qui a surgi, une espèce de torrent de vie dans ces lieux, avec des survivants juifs notamment. Ce sont les displaced persons, les personnes déplacées qu'elle étudie, qui ont un objectif et un seul, c'est fonder une famille. Voilà. C'est fonder une famille, peu importe en fait, c'est ce qu'elle montre avec qui, mais c'est fonder une famille et faire des petits. Je le dis de cette façon-là, c'est juste... Et alors après, il a fallu gérer les pauvres enfants, bon ça c'est un autre problème. Mais voilà, dernier exemple que je veux donner, qui me permettra de citer deux immenses personnes. Ah, j'ai vraiment toujours 2 minutes de retard, ça va pas du tout. C'est pas grave, j'aurai 3 minutes pour finir en retard, mais bon. Ou vous me coupez si vous voulez. L'exemple, c'est celui de la fête. Celui de la célébration. C'est-à-dire que pour ces femmes et ces hommes qui ont échappé au cataclysme, qui sont restés chez eux mais ont subi la guerre de plein fouet, qui sont partis et qui reviennent, faire la fête ensemble, célébrer ensemble au sortir de la guerre est quelque chose de très compliqué. Tout simplement parce que les traces de la guerre sont très très profondes. Parce que on attend quelqu'une. Parce qu'on est en deuil. Parce que, bref, tout n'est pas complètement normal et que des émotions terribles nous taraudent. Et je voudrais citer cette femme que j'ai eu le privilège de connaître pendant 13 ans, qui est la femme de l'homme dont les supposées cendres sont maintenant au Panthéon, depuis le printemps dernier, la femme de Pierre Brossolette, qui était mon sujet de thèse. Donc évidemment, j'ai eu pour préparer une thèse de doctorat ma thèse de doctorat sur Brossolette, sur son parcours, il fallait rencontrer cette dame. Alors celui qui était mon directeur de thèse de l'époque m'avait dit n'y allez pas, la veuve est folle, sick. Et alors j'y suis allé. Gilberte Brossolette était pas folle, était une femme extraordinaire. Elle est un peu devenue ma 3e grand-mère et une immense dame qui a été vice-présidente du Sénat après la guerre, du Conseil de la République, c'est-à-dire le Sénat de l'époque, vous voyez, avec en plus un sens politique aiguisé. Une femme merveilleuse, mais qui m'a raconté que le 18 juin 1945 à Paris, c'est le jour du défilé de la victoire. C'est un jour de fiesta absolument colossal. Elle m'a dit, je ne pouvais pas faire la fête, et je ne pouvais pas non plus m'arrêter de pleurer. Et elle m'a dit, j'ai pris cette nuit-là la seule et unique cuite de ma vie. Voilà. C'était la grande Gilberte. J'aime bien la citer parce que j'aime bien citer les gens qui ont compté dans ma vie, qui comptent toujours. Voilà, ça c'est Gilberte Madame Brossolette je m'ai appelé Gilberte évidemment. Hein. Madame Brossolette quand elle riait, vous voyez, elle savait rire. Mais le 18 juin, la première et unique cuite, mais une sévère manifestement. Et pourtant, son rapport avec son mari était compliqué. Hein. C'était pas un couple très très soudé, sauf qu'il était mort dans les conditions que vous savez maintenant, et c'était pas possible de faire la fête, quoi. Bon, je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Je vais vous en donner un tout dernier, qui est celui des activités. C'est plus la fête, mais c'est des activités de récréation, des activités de récréation
qui sont liés à l'ancien ennemi. Et là, ça me permet de citer une autre grande personne, cette fois-ci un homme, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui a été résistant de l'extérieur, immense historien de la France libre, qui est décédé très récemment, qui était un merveilleux monsieur, j'ai entendu, donc je pense que quelques-uns d'entre vous l'avaient rencontré. On n'a pas le sentiment que ça a été un monsieur d'une brutalité énorme. C'était plutôt un monsieur extrêmement gentil. C'est très positif ce que je dis, vraiment. Et pas parce qu'il est mort, je le dis parce que je l'ai toujours dit. Et monsieur Crémieux-Briac m'avait raconté, il y a quelques années, qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un wagnérien absolu. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas une journée sans qu'il s'offre une petite demi-heure de Wagner, voire plus si possible. Il m'a dit, vous savez, je n'ai pu réécouter du Wagner après la guerre qu'en 1958. Qu'en 1958, c'est-à-dire que jusque-là, Wagner était trop associé à l'ancien ennemi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pu réaliser, il n'avait pas pu mener à son terme ce qu'un immense historien irlandais que je déteste, je vais vous dire pourquoi, John Horne, H-O-R-N-E, a qualifié de démobilisation culturelle. Le processus de démobilisation culturelle, c'est un processus par lequel on se débarrasse de ce qui a été la culture, avec des guillemets, culture de guerre, un processus durant lequel on essaie de faire de l'ancien ennemi quelqu'un de fréquentable. Je vous posez une question très simple, valable à la fin de toutes les guerres, mais par exemple en France, à la fin de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, à partir de quand on ose organiser un match de foot entre une équipe allemande et une équipe française? Pas tellement parce qu'on a peur que les joueurs se tapent dessus, mais parce qu'on a peur que le public se tape dessus à la fin du match, voire pendant le match. Si par hasard il y a un mauvais geste, ou puis de toutes les façons il y aura un vainqueur et un vaincu, si vous voulez. Ça, c'est de la démobilisation culturelle. Les jumelages franco-allemands, c'est de la démobilisation culturelle. Mais sur un plan plus collectif. Là, ce dont je vous parle avec M. Crémieux-Briac, c'est une démobilisation culturelle personnelle, être capable de réécouter Wagner et ses sons particuliers que l'on associe à d'autres sons particuliers très nazis, que l'on associe, qu'on le veuille ou non, même quand on est un monsieur très très gentil et très décidé à construire l'Europe comme l'a toujours été Jean-Louis Crémieux-Briac. Voilà. Pourquoi je déteste John Horne? Parce que c'est un immense historien, mais ça me dérange pas. Mais parce il est irlandais, il parle français mieux que moi, et franchement, c'est pas juste. J'ai bien dit, il parle français mieux que moi, donc il ne parle pas l'anglais. Bien. Dernier temps, où je serai plus rapide parce qu'il est assez simple, assez attendu, mais néanmoins, la question du deuil, la question du récit ou non, et la question des traumatismes. Reprendre la vie intime, le retour à l'intime au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est, et j'aime bien cet exemple parce qu'il est une sorte d'exemple à rebours, c'est aussi, évidemment, jouir de la suppression des instances de contrôle de l'intime que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, en profiter. Mais c'est aussi subir de plein fouet l'impact des processus de rattrapage économique qui vont se développer très vite, en Europe notamment, mais au Japon aussi, dans certains pays d'Asie, après la Seconde Guerre mondiale. Donc des processus de rattrapage économique, l'américanisation de la vie quotidienne. Alors, c'est pas venu tout de suite, il a fallu le plan Marshall. Tiens, je vous parlerai peut-être du général Marshall tout à l'heure, parce que celui-là, c'était un homme absolument extraordinaire. Enfin, je sais pas, bon, bref, une autre fois. Vous me réinviterez peut-être. Donc voilà, consommation de masse, processus de modernisation, de standardisation des matériels de la vie quotidienne, modification des règles d'hygiène, intensification des politiques familiales, des politiques natalistes. Bref, c'est une autre vie. Ce sont d'autres conditions de vie familiale, personnelle, intime, qui vont se mettre en place à vitesse grand V au sortir de la guerre. Ça veut dire bouleversement des systèmes de valeurs. Pas très simple. Évidemment, il y a des choses pires à affronter, mais bon, malgré tout, pas très simple. Tout cela, évidemment, se déroule sur fond de ce que j'ai évoqué, deuil multiple. Mon camarade Jean-François Murassiol, professeur à Montpellier, avec qui j'ai co-dirigé cette encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, qui ne va pas arriver, enfin, ou qui va peut-être entrer tout à l'heure avec le libraire ou la libraire, s'est amusé, il m'a dit, écoute, c'est pas possible qu'on fasse une encyclopédie et que je refasse pas les comptes des morts. Il est fou, hein. Alors, il s'est plongé dans les statistiques, ça lui a pris un temps infini, et il est arrivé à une évaluation située quelque part entre 60 et 65 millions. Donc pas du tout les 45 qu'une certaine vulgate veut dire, mais plutôt entre 60 et 65 millions de morts. Alors la différence en fait, c'est que Jean-François a résolument pris en compte les civils, et surtout, autre cause de différence, résolument plus encore pris en compte tous ces civils chinois
qu'on a eu un peu de mal qui sont morts et qu'on a eu un peu de mal à compter. Alors maintenant, il y a des statistiques et donc l'idée, c'est de les réintégrer et on arrive à 60 à 65 millions de morts. Ça veut dire un deuil de masse, ou plutôt des deuils de masse. Ça veut dire des communautés de deuil multiples qui vont s'entrecroiser et donc des processus de deuil qui vont s'entrecroiser. Et on est en plein dans l'histoire des émotions et dans les communautés émotionnelles, on pourra en parler tout à l'heure, chère à une immense historienne médiéviste, Barbara Rosenwein. J'en viens à la question, mais vraiment là j'ai presque quasi fini. J'en viens aussi, je reviens sur les anciens combattants qui ont, qu'on le veuille ou non, même si ça peut surprendre, éprouvé une certaine forme de regret de la guerre. Pas tellement du combat, hein, pas tellement de la mort reçue ou donnée, mais de la camaraderie. La camaraderie du front, la camaraderie du maquis, la solidarité dans les camps de prisonniers, même dans les camps de la mort. Voilà, une certaine forme de regret de cette ambiance très particulière liée à la guerre, liée au combat. Du côté des anciens résistants, c'était quelque chose qui a été qualifié par, oh oui, on voit, cet immense monsieur que j'ai eu aussi la chance de fréquenter, que vous connaissez évidemment de nom, peut-être l'avez-vous entendu parler en d'autres temps, Jean-Pierre Vernant. Alors ça c'est Jean-Pierre Vernant en 44-45, ça c'est celui que vous avez connu et que j'ai connu. Lui il parle de la filia, cette sorte d'amitié très très particulière qui a nous rassemblé les résistants, une amitié particulière parce que c'était une amitié entre des pairs, P-A-I-R-S, et en même temps une amitié très hiérarchique. Moi j'étais très frappé le jour des obsèques de ce monsieur au cimetière à Meudon de voir certains de ses camarades qui étaient encore vivants qu'il appelait toujours le patron. Terme dont il ne voulait jamais entendre parler. C'était pas, vous voyez, Jean-Pierre Vernant, il vous voyait 3 fois. Moi, bon, voilà, il se trouve que j'ai eu la chance de fréquenter et au bout de 3 fois, c'était, tu peux me tutoyer. Inutile de vous dire que je n'ai jamais pu le tutoyer parce que c'était impossible, quand même. Mais voilà, il était vraiment sur un pied d'égalité et donc quand on l'appelait le patron, il n'aimait pas. Mais sauf que ses camarades ne pouvaient pas faire autrement que de l'appeler le patron parce que dans des moments très troublés, la guerre, il avait été le patron et donc le discours devant sa tombe. C'était le discours au patron. Un autre monsieur que j'aime bien citer, c'est ce monsieur il s'appelle toujours Jacques Bingen, qui a décrit la période de la résistance comme, je le cite, une paradisiaque période d'enfer. Bingen qui a avalé sa pilule de cyanure au début du mois de mai 1944, car cette fois-ci, il était vraiment attrapé et comme il savait à peu près tout, voilà, il a préféré aller plus vite. Donc, quitter cette vie clandestine a été quelque chose de très compliqué pour les résistants. Et en voilà un autre que j'aime beaucoup citer, René Char, capitaine Alexandre dans les Maquis, qui a écrit ça, que je ne vais pas lire. Vous le trouverez dans les feuillets d'Hypnose, lisez-le. Voilà, et ça décrit très très bien le processus de préparation vis-à-vis du fait de quitter la guerre, de quitter les camarades, de quitter la tension du combat. Et aussi la façon qu'ils avaient d'envisager ce que serait la vie après, s'ils la connaissaient. Vous voyez, ça a l'air quand même beaucoup moins excitant. On en arrive à un autre thème que j'ai mis sur le titre de cette petite sous-partie, c'est la question du récit. Des récits, en fait du récit, non, pas au singulier, des récits au pluriel, des récits extrêmement variés, aussi variés que les expériences de guerre avaient été variées, et des récits concurrents. Et là, c'est intéressant parce que là, on touche à l'intime. Des récits concurrents entre les soldats vainqueurs et les anciens prisonniers. Est-ce qu'on peut se parler en matière de récits de guerre lorsqu'on a été fait prisonnier en 40, français, et lorsqu'on est français libre et qu'on rentre? Compliqué de se parler au début. Vous voyez, bon, bref, c'est évident. Entre les résistants de l'intérieur et les résistants de l'extérieur qui rentrent, Pierre Bourdon que j'évoquais tout à l'heure. Entre les vétérans qui sont indemnes et ceux qui sont blessés ou mutilés. Entre les déportés et ceux qui n'ont pas, et les résistants déportés et ceux qui n'ont pas été déportés, a fortiori pour les déportés raciaux, hein. Entre les civils qui ont participé à la lutte et ceux qui n'ont pas participé à la lutte, etc. Donc récits concurrents, récits et j'ai envie de dire conflagration de récits, ce qui veut dire souvent des réactions de repli. Et j'aime beaucoup citer une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, une femme merveilleuse, Michel Agnel, qui avec sa famille s'est résolument embarqué en fin 40 ou début 41
très vite dans des filières d'évasion en France de prisonniers, d'aviateurs abattus. Ils ont fini par être rattrapés, déportés, sauf le petit frère. Et Michel Agnel est rentré de camp, comme sa mère. Et très vite, elle s'est rendue compte que ces récits qu'elle essayait de faire butaient contre un mur. C'est-à-dire que celles et ceux auxquels elle s'adressait ne pouvaient pas comprendre ce qu'elle était en train d'évoquer. Et donc, elle se tue. Et elle m'a dit, voilà, je me suis tue. Et elle le raconte très simplement, c'est une femme toute douce, absolument merveilleuse. Voilà, je me suis tue jusqu'à Forisson. Vous savez, cette ordure, et je pèse le mot, qui a prétendu que les chambres à gaz n'avaient pas existé, etc., et qui a utilisé une forme de position publique pour défendre ces thèses absolument indéfendables. Et donc un jour, la mère de Michel Agnel, qui elle-même était déportée, qui elle en parlait, est arrivée et a jeté comme ça sur le bureau de sa fille, dans les années 80, milieu des années 80, il y avait un article sur Forisson qui continuait à dire ses insanités, et elle lui a jeté comme ça sur le bureau, et maintenant tu ne peux plus te taire. Et donc Michel Agnel a pris son bâton de pèlerine et a commencé ses conférences d'école en école, et puis elle est venue à Sciences Po raconter ça. Donc concurrence de récits, difficulté à parler, effet de silence, repli sur soi, etc., etc. Dernier point, et j'ai vraiment fini, l'idée, la nécessité de apprendre à vivre avec les séquelles physiques, je l'ai dit tout à l'heure, mais psychiques de la guerre, avec le sentiment que le danger subsistait, avec cette idée que l'insécurité, née du danger, persistait, continuait à découler d'un danger qu'on avait dans la tête. Et on tombe sur, il y a d'innombrables témoignages écrits notamment, mais aussi également oraux bien sûr, de civils qui pendant très longtemps n'ont pas pu entendre un avion passer sans rentrer la tête dans les épaules et dire oh là, ça va tomber où? Des résistants, j'en ai pas mal vu, ou des anciens combattants qui pendant très longtemps n'ont pas pu s'asseoir dans une pièce devant une fenêtre ou un espace découvert. Vous savez, ceux qui étaient au restaurant dans les zones qui ont été touchées par les derniers attentats, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'installer pendant quelques temps, ils s'installeront encore près des baies vitrées, ils iront plutôt au fond du restaurant. À choisir, on peut les comprendre. Des résistants qui pendant très longtemps n'ont pas pu supporter de marcher dans la rue et d'entendre une voiture qui arrive derrière et qui s'arrête pour se garer. Ouais, mais sauf que à une autre époque, elle se garait pas. Enfin, si elle se garait, mais des gens sympathiques en sortaient. Des anciens prisonniers confrontés au syndrome du barbelé, et bien sûr tous ceux qui souffraient de syndrome de stress post-traumatique lourd. Et je reviens à Jean-Martin Chauffier, le fiston qui, vous voyez, Louis et Jean déportés, Simone Martin-Chauffier, l'épouse et mère qui les accueille. J'ai cité Simone Martin-Chauffier tout à l'heure. Et là, je voudrais évoquer le récit de Manette Martin-Chauffier, la femme de Jean. Jean est devenu journaliste, puis rédac-chef Paris Match, Figaro, je sais plus, enfin bref, une grosse rédaction. Et on est au début des années 60. On est un dimanche après-midi, il fait sa sieste, et là, coup de feu, je veux dire, il y a un coup de chaud à la rédaction, donc coup de téléphone, que prend Manette Martin-Chauffier, son mari dort, donc elle va le réveiller, et elle me dit, je l'ai saisi à l'épaule comme ça, et je l'ai secoué pour le réveiller, et là, il s'est littéralement levé d'un bond, collé au garde à vous, retiré le calot, salué, et débiter, en allemand, je serais incapable de le faire, je parle assez bien anglais, mais pas allemand, tout ce qu'il fallait débiter, matricule, machin truc, etc., à vos ordres, monsieur, ou capot, truc, etc. Donc, on va dire 20 ans après, et il était au camp dans son rêve. Très clairement, il était au camp. Et donc, il est secoué par son épouse, qui m'a dit, mais j'ai mis 3 heures à récupérer, parce qu'il était là, et il a débité sa litanie en allemand, voilà. On est 20 ans après, voilà. Vivre avec ces gens-là n'était pas simple, pour les gens en question, pour leur famille, enfin, ces retrouvailles et vivre ensemble alors qu'on porte ces traumatismes était compliqué, d'où bien sûr la création ou l'entretien des cercles et des associations d'anciens dans lesquels se sont créés ou ont survécu ou se sont prolongés des liens d'intimité créés durant et à cause du conflit. Tout cela pour vous dire que, et j'ai fini, que ce processus du retour à l'intime a véritablement rythmé la sortie de conflit, j'espère vous l'avoir démontré, que ce processus de retour à l'intime s'est prolongé durablement, à mon avis, il ne s'est jamais cessé, il ne s'est jamais interrompu, ça ne s'arrête pas. Et tout ça pour vous dire enfin que dans ces aléas de la sortie de guerre et du retour à l'intime notamment, doivent à mon avis être cherchés les soubassements des évolutions mémorielles, souvent très compliquées, que l'on observe dans tous les anciens pays belligérants. Et quand on essayait de comprendre pourquoi ces gens, 30, 40 ans après, continuent à se jeter des trucs de mémoire à la figure, c'est qu'en fait, ça va aller chercher très très profondément
dans la vie intime qu'ils ont réussi à faire émerger du conflit. Je vous remercie et je vais boire. Si vous le souhaitez, je suis à vous. Encore. Alors, juste une minute. Alors, merci. Les livres seront arrivés. Bon. Merci pour cet exposé avec des exemples si riches venus des 4 coins du conflit et vus de l'expérience intime. Donc la salle est invitée effectivement à poser des questions, mais je vous demanderai de les poser vraiment dans le micro parce que la conférence est enregistrée. Et si vous ne posez pas votre question dans le micro, ça ne marche pas, on ne l'entend pas. On aura la réponse sans la question. Et c'est dommage après pour les gens qui écouteraient la conférence ensuite. Donc je vous passe le micro. Voilà, je voudrais évoquer le roman de Marguerite Duras. Je sais qu'elle n'est pas historienne, elle est romancière, mais là c'est quand même le récit du retour de son mari de déportation. C'est effrayant. Il a été entre vie et mort pendant des semaines et des semaines. Et j'ai envie de dire, on reparle de l'intime puisque le couple s'est séparé peu de temps après. Ça s'appelle La douleur de Marguerite Duras. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Bah oui. Oui, et je vous suggère de lire en complément. En fait, je vous suggère de lire. Bien sûr que je l'ai lu. C'est pas facile, hein, mais je vous suggère de lire un autre livre difficile du mari de Robert Antelme qui s'appelle L'espèce humaine. Qui est un là aussi qui est très compliqué. Enfin moi j'ai ramé, mais je suis pas très intelligent, donc j'ai vraiment ramé, beaucoup moins intelligent que lui. Mais il faut vraiment le lire. Et si vous ne voulez pas vous colter à des ouvrages par moments un peu difficiles d'abord, je vous suggère de vous pencher sur 2 merveilleux textes de Vercors. Je reste complètement sur le sujet que vous avez évoqué, madame. Non, évidemment, mais tout le monde l'a lu, tout le monde le connaît par cœur. Non, je vous suggère de lire 2 petits romans qui ont été rassemblés dans la collection Point Roman, Point Seuil Roman, il n'y a pas très longtemps. L'un s'appelle Les armes de la nuit et l'autre La puissance du jour. Et l'idée, c'est de raconter ce que Marguerite Duras et aussi un peu Robert Antelme et beaucoup d'autres racontent, c'est-à-dire le très très difficile retour, très difficile à de multiples égards, pas seulement pour la vie de couple, des déportés. Voilà. Donc Vercors, Les armes de la nuit et La puissance du jour. Merveilleux. Et ça se lit comme du Vercors, c'est-à-dire il n'y a pas un mot de trop, c'est merveilleusement écrit, mais c'est facile. C'est très puissant, mais c'est facile. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. À vous, pardon. Bonjour. Juste une question. Concernant les personnes déplacées, vous disiez que leur seul but c'était de créer une famille. Pourquoi ? Alors attention, ce dont je parle là sont les déportés juifs, les survivants du processus d'extermination. Oui, pour continuer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été confrontés, qu'il s'agisse de la Shoah par balle ou de la Shoah dans les camps ou artisanale et ensuite industrielle. Je vous expliquerai pourquoi artisanale après. Ce sont des gens qui ont été littéralement, qui n'ont vécu que dans la mort, quoi. Donc il faut créer de la vie, tout simplement. Donc il faut de l'amour, il faut s'aimer et il faut donner la vie. Voilà, oui, d'accord. Oui, moi j'avais compris autrement, puisque personne déplacée, je pensais que c'était les Alsaciens mosellans. Ah, alors les Alsaciens, non, enfin, là je suis pas compétent, j'ai pas d'exemple. Vous parlez des malgré nous. Oui. J'ai pas d'exemple d'une pulsion qui se serait traduite par cette envie de fonder des familles à toute vitesse et d'avoir des enfants à toute vitesse. Peut-être que ça s'est produit, mais je n'en sais rien. Je vous suggère de lire un bouquin, Albin Michel, ça s'appelle À l'ombre des vainqueurs, sur l'expérience des Alsaciens mosellans. Marie-Laure de Cazotte, C-A-Z-O-2-T-E, Albin Michel, Marie-Laure de Cazotte, C-A-Z-O-2-T-E, Albin Michel, À l'ombre des vainqueurs. C'est assez simple, ce livre, dans la description du début de la guerre, mais la description de la fin de la guerre et de la sortie de guerre, c'est très fort. Donc je vous conseille de le lire. Ça se lit vraiment tout seul, mais c'est bien documenté, vraiment, chapeau.
Est-ce que vous pourriez revenir sur Churchill? Mais le grand Winston, j'ai rien contre Winston, je l'ai même l'un des 14 maintenant avec ces deux-là, avec lui là, c'est lui le 14e livre que j'ai publié d'une façon ou d'une autre, est en fait une anthologie de ces 27 plus grands, enfin ceux que j'estime être ses plus grands discours de guerre, mais elle est bilingue, c'est-à-dire que version française à la page de gauche et juste en face les version anglaise. Donc Churchill, immense monsieur, mais si vous voulez, c'est un homme qui c'est l'homme de la situation en 1940. Enfin, vous savez que c'est un homme absolument fini. Vous savez qu'il vient au pouvoir. Vous savez pourquoi le Parti conservateur le met au pouvoir en mai 40. C'est l'idée. Ce type est un fou furieux. C'est un vieux schnock alcoolique. On va le mettre là. Il va être obligé de signer la paix. Il emportera l'opprobre jusqu'à la fin des temps. Et il va être obligé de démissionner. Comme ça, il aura fait le sale boulot pour nous. Et hop. Pardon ? Bah, c'était Churchill, c'est-à-dire, de ce point de vue-là, un génie. Et sa première idée géniale, ça a été de faire un gouvernement de coalition. Donc, afin de ne pas être entre les mains de ses soi-disant camarades de parti. À partir de là, ils ont essayé de le démissionner, mais sauf qu'il s'était allié avec les libéraux et les travaillistes, et donc ça n'a plus posé de difficultés. Sur les années 40-41, il est absolument génial. 42, il commence à fatiguer, et il devient surtout un épouvantable poison pour ses propres soldats, pour son état-major. Si vous lisez le journal du General Sir Alan Brooke, qui est devenu maréchal, qui était chef d'état-major impérial, général et impérial britannique, Brooke, à partir de 43-44, dit non mais il est juste plus tenable. Ah oui, parce qu'il a des idées totalement saugrenues et il est Premier ministre. Donc il décide. Donc il faut s'arranger pour jouer avec les soviétiques, jouer avec les américains, pour calmer Winston, pour lui faire oublier son truc. C'est un type juste ingérable. Si vous ajoutez à ça qu'il a des horaires de vie complètement farfelus, qu'il boit comme un trou, c'est un homme très compliqué à gérer. Vous voyez, donc c'est un immense homme politique. Évidemment l'homme de la situation en 40-41, mais difficile. Vous savez, l'anecdote, quand il arrive, la première fois qu'il est invité à la Maison Blanche, donc c'est Noël juste après Pearl Harbor, hein, juste en décembre 41. Donc il arrive à la Maison Blanche, il tombe en grande connivence avec Roosevelt, mais il est tombé dans une grande connivence avec le majordome de Butler qui lui a été attribué. Il dit bon, alors écoutez, moi le matin au petit déjeuner je bois ça, vers 10h je bois ça, à midi c'est ça, de telle marque, et le soir c'est ça. Et puis le soir ça continuait très très tard. Donc très compliqué à gérer. Mais l'homme de la situation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est pour vous expliquer pourquoi je suis maintenant un peu... Mais je suis aussi sceptique sur Roosevelt, hein, qui était une espèce de diva à la fois génial mais ingérable aussi. Voilà. Mais De Gaulle n'était pas très gérable quant à Staline. Quant à Staline, voilà. Moi, je préfère m'intéresser. Ceux qui me sont plus sympathiques, ce sont les hommes et les femmes, surtout les hommes à l'époque, dans ces fonctions, qui ont dû gérer ces grands géants de la politique, vous voyez, et le général Brooke que j'évoquais, Marshall que j'évoquais également, Koenig, Billot et quelques autres qui, pour les Français, quelle croix, quoi. Pardon ? Ah bah, le pauvre Eden, il s'en est jamais remis. C'est pour ça qu'il a été un Premier ministre finalement pas très bon. Bon, pas aidé par l'affaire de Suez, mais voilà. Autre question, pardon, parce que là je divague, là je pars. On est sur la vie intime de Churchill. Donc, bon. Pas d'autres questions ? Non ? Je vous ai éteint ? Excusez-moi. Merci beaucoup pour votre présentation de Churchill, qui effectivement est quelqu'un d'assez remarquable. Du côté emmerdant comme pour le reste. Et les autres, ça doit être pareil. Je voulais vous signaler aussi quelque chose, mais auquel vous n'avez pas fait allusion. C'est le silence des gens qui revenaient, notamment de déportation. Le reflux complet de citer quoi que ce soit. Et beaucoup ont gardé la double personnalité de l'intime. Je l'ai vécu personnellement avec des gens dans ma famille, notamment qui ont gardé cette double personnalité, et on a découvert après leur décès qu'ils avaient continué à faire de l'espionnage pour l'OTAN contre l'URSS, etc. Mais dans le secret de toute la famille. Oui. Alors je l'avais évoqué avec Michel Agnel, mais vous avez mille fois raison. Ce sont des gens qui ont, en fait, n'ont jamais réussi à se remettre complètement
voire même pas du tout complètement, ma phrase est très moche, mais vous comprenez ce que je veux dire, de cette expérience épouvantable qu'ils ont eu à subir pendant des mois et des années souvent. Voilà. D'où le silence. Voilà. Je crois qu'avec la France, sous le coup encore aujourd'hui des attentats qui ont eu lieu maintenant, j'entendais tout à l'heure que c'était il y a 3 semaines, et j'étais sidérée de réaliser que c'était il y a déjà si longtemps. Parce que j'ai l'impression que c'était hier, en fait, les attentats. Et on est, enfin, moi je me sens comme ça, complètement encore amorti par cette chose-là qui nous est tombée dessus et dont on a beaucoup de mal à se remettre. On a l'impression qu'on a perdu notre légèreté, notre innocence. Donc ça nous permet d'entrer beaucoup mieux, hélas, dans votre propos. Alors, je l'entends. Merci de cette intervention. Je ferai deux rebonds par rapport à ça. 3 rebonds, pardon. Le premier, c'est que je ne peux que souscrire à ce que vous dites puisque c'est votre expérience. Et je le fais d'autant plus que j'étais moi en Angleterre à ce moment-là, donc je me garderai bien. Mais ce que j'ai néanmoins dit à mes enfants, notamment les 2 aînés, c'est que c'est juste une épouvantable monstruosité ce qui s'est produit. Mais je leur ai dit, n'oubliez pas les Syriens. Là, on est à 200 000, 300 000 morts, on est à plusieurs millions de gens déplacés, vers le Liban notamment. Donc, épouvantable atrocité, monstruosité à Paris, certes, avec le poids que vous évoquez, évidemment, et la résonance de tout cela. Mais n'oublions pas que c'est encore sur une... Alors je mets beaucoup de guillemets, bien évidemment, sur une échelle relativement réduite. Et l'autre rebond, ce qui n'enlève rien au poids, bien évidemment, ni au drame absolu des gens qui se sont trouvés là ou qui ont été blessés, à leurs proches, etc. Et alors, l'autre rebond que je veux faire, j'étais à Londres, évidemment, dans Oxford la semaine dernière, et je discutais avec un collègue britannique, et il évoquait, en fait, il me dit, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses de ce alors je ne sais plus dans quel stade c'était, là, le France-Angleterre, avec tous les Britanniques qui se mettent à chanter la Marseillaise. Enfin, j'imagine que vous l'avez vu. C'est quand même extrêmement émouvant, j'ai trouvé. Et il me dit, je pense que cette solidarité comme ça qui a surgi spontanément chez les Britanniques, il faut en chercher la trace. Et donc je rebondis sur ce que vous avez dit dans l'IRA, enfin plutôt pas l'IRA, mais dans les attentats qui ont eu lieu en Irlande du Nord, mais pas seulement. Évidemment dans les attentats dans le métro de Londres et le bus rouge qui a explosé, mais peut-être plus encore sur la durée, dans cette sensation que pendant des décennies, ça pouvait exploser n'importe où, n'importe quand, et n'importe qui pouvait être touché. Et il m'a dit, à mon avis, le ressort de cette solidarité, qui a été manifeste et magnifique, cette solidarité démontrée par les Britanniques, est à chercher, bien évidemment, dans l'alliance actuelle, face aux ordures qui ont permis d'organiser tout ça et qui font ce pseudo-État. Enfin, c'est quand même un État de facto sur plein de points de vue, mais aussi est à chercher dans l'histoire passée, dans cette expérience du terrorisme au quotidien. Voilà. Et donc oui, avec cette résonance de très long terme que vous évoquiez. Les Espagnols font les mêmes remarques, si je peux me permettre, avec l'ETA. Moi, j'ai rencontré une Espagnole qui faisait exactement les mêmes remarques. Bien sûr. Et qui va beaucoup plus loin que la gare. Oui, plus que la... Moi, je pensais à la gare et elle m'a dit, mais moi, je suis née avec l'État et donc, pour moi, bon, voilà. Autant les Français, d'ailleurs, que les Allemands en France, qui sont également restés en France. Alors voilà, après, il y a eu aussi des Allemands qui sont restés en France. Il y a les deux cas. Oui. Et avec... Est-ce qu'ils n'ont pas eu le courage de revenir ou est-ce que vraiment ils avaient trouvé leur vie là-bas meilleure Oui, mais vous savez, je pense qu'être prisonnier de Français qui reste en Allemagne après la guerre, bon, ouais. Et prisonnier allemand qui reste en France après la guerre, ça a dû être assez sport. Et comme ça l'a été pour les enfants de l'ennemi. Pas mal. Pardon ? Il y en a qui ont refait leur vie pas mal dans les campagnes, dans les endroits comme ça. Je l'imagine, et tant mieux. Après, c'est très personne dépendant, par définition. Et quelle a été la situation des Japonais que vous décriviez quand ils sont revenus petit à petit, quand on les a autorisés à retrouver leur pénate ? C'est-à-dire le retour chez eux ? Oui.
Le constat effroyable de tout ce qui était tombé du ciel et de tout ce qui était arrivé à leur famille. Les Japonais qui vivaient aux États-Unis. Ah, pardon, excusez-moi, non, voilà, autant pour moi. Ce sont des gens qui ont. C'est un processus qui est intéressant parce que dès avant la sortie de ces camps-là, l'armée américaine et l'aviation américaine sont parvenus à recruter dans ces camps des jeunes. En d'autres termes, ces jeunes jeunes américains d'origine japonaise, qui pourtant avaient été extraits manu militari, si je puis dire, de leur pénate sur la côte ouest, n'en voulaient pas à l'État américain et se sont engagés, voulaient absolument s'engager pour combattre. Pour la petite histoire, ils ont pu s'engager, ils ont combattu, mais point 1, l'État américain a choisi de les envoyer combattre les Allemands, pas les Japonais. Bon, ils s'engagent, mais des fois qu'ils auraient envie de trahir. Ouais, c'est quand même atroce. Mais pire que ça, certains ont combattu, tous ceux qui sont engagés ont combattu, certains se sont distingués, ont été décorés, et on s'est rendu compte dans les années 90 que certains de ces hommes qui ont été décorés de la décoration numéro 2, la Distinguished Service Cross américaine, en fait avaient largement fait pour avoir la médaille d'honneur, la première. Mais comme ils étaient un petit peu d'origine japonaise, on leur a pas donné, comme à des combattants américains d'origine juive, comme à des combattants américains noirs, native African Americans. Et donc, il y a tout un processus de rehaussement de la décoration, c'est-à-dire un certain nombre de ces hommes qui ont été décorés de la Distinguished Service Cross ont été débarrassés de la DSC, et on leur a donné la médaille d'honneur, c'est-à-dire le niveau du dessus, c'est-à-dire la plus grosse médaille. Donc vous voyez, même quand on s'engage, en dépit des circonstances, on arrive à des désillusions. Maintenant, les familles sont revenues chez elles, tout simplement. Ça n'a pas dû être très simple quand même. Il y a eu, si vous voulez, aux États-Unis, un processus d'animalisation de l'ennemi absolument extraordinaire. Le japonais, a fortiori le japonais qui avait quand même remporté des victoires absolument éclatantes, ensuite est devenu, très souvent dans les écrits on le voit, le macaque. Et donc dans le processus de démobilisation culturelle, il a fallu réhumaniser l'ancien ennemi. Que ce macaque, je mets toujours plein de guillemets, alors ça se verra pas, mais je dis au micro, si ça passe ensuite sur Internet, j'ai mis plein de guillemets, voilà. Que le macaque redevienne un être humain. Et cet exemple qu'aiment bien citer certains collègues américains, et c'est Bruno Cabane, mon camarade Cabane, qui me l'a signalé, c'est que dans les années 60, en fait, certains américains qui étaient énervés par les Japonais ne les traitaient plus de macaques, mais de chimpanzés. Donc c'est toujours un singe, mais c'est le singe le plus intelligent, celui qui imite. Parce que ces Japonais, à ce moment-là, étaient très énervants, leur boom économique était extraordinaire, et donc certains disaient oui, mais enfin, ils font que nous imiter. Vous voyez, donc l'animalisation a duré quand même. Voilà. Bon, voilà, c'était votre question sur les Japonais. Merci. Sur les Américains d'origine japonaise. L'auteur Anthony Vivor parle d'un Japonais dans son livre. Dans quel bouquin? Sur Stalingrad, sur la chute? Le pavé de 1000 pages. Mais sur quoi? Sur le... L'histoire de la guerre de 39. Ah oui, bien sûr. Un Japonais qui était dans l'armée allemande et qui a été fait prisonnier par les Américains, si je me souviens. Ah, il y a de la chance, oui. Sa préface, D'accord. J'ai pas lu, j'ai pas cette préface en tête, mais écoutez, je vous ferai la réponse que m'a fait un immense collègue, professeur à Oxford. Je lui dis, mais pareil, qu'est-ce que tu penses de Bivor? Et il me dit, tu sais, parce que je lui dis, en France, un auteur comme ça, qui n'a pas tous les badges historiens, serait quand même méprisé, mis au banc. Et lui me dit, moi je le vis comme un aiguillon. Parce que cet homme n'est certes pas professeur à Oxford ou dans une grande université, il n'a pas de thèse, mais il cherche vraiment, 2, il écrit très très bien. La preuve, c'est que ses livres se vendent, c'est épais, mais ça se lit très bien. Et lui, l'ami s'appelle Robert Gilday, il m'a dit, moi je le vis comme un aiguillon pour être meilleur. Voilà ma réponse. Je pense que ce sont des livres qui valent vraiment d'être lus. Je les ai pas tous lus, et puis j'ai lu moi des livres peut-être plus spécialisés, mais qui valent d'être lus. Et il faut prendre ce genre d'ouvrage comme des aiguillons à faire plus et mieux. Voilà. Merci. Merci.